Donc, je m'appelle Céline Toulouse, je suis médecin généraliste remplaçante. J'ai fait le début de mes études de médecine à Grenoble et puis mon internat de médecine générale à Nantes, que j'ai terminé il y a 1 an et demi. Je fais maintenant des remplacements dans la banlieue de Nantes et j'ai soutenu ma thèse en octobre 2014. Donc, je m'appelle Charlotte Nollet, j'ai 29 ans et j'ai fait ma formation initiale de médecine dans la faculté de Tours, puis mon internat de médecine générale à Nantes. Je suis maintenant remplaçante en médecine générale. Je m'installe début octobre, donc dans un mois, dans un cabinet de médecine générale à Saint-Herblain. Les inégalités sociales de santé, c'est un sujet qui a été proposé par le département de médecine générale. Et à partir de là, on a réfléchi ensemble, donc avec l'interne avec qui je faisais ma thèse et ma directrice de thèse, sur le sujet plus précisément. On s'y est intéressé, je pense, parce que c'est un sujet qui nous a touché plusieurs fois ponctuellement pendant l'internat, d'être confronté à des patients pour qui la prise en charge peut être plus difficile, non pas médicalement, mais du fait de difficultés sociales. Quand on a commencé, on était très axé sur les gros problèmes, entre guillemets, de précarité, des patients qui avaient des grosses difficultés. On s'est rendu compte après, avec le travail, que les inégalités sociales de santé ne touchent pas que ces patients-là, mais l'ensemble de la population. Charlotte et Céline sont venues me rencontrer parce qu'elles étaient intéressées pour faire une thèse sur la thématique des inégalités sociales de santé, sans avoir à ce moment-là de sujet très précis. C'était pour l'intérêt de la thématique. Et en parallèle, un groupe national réfléchissait à la mise en œuvre de recommandations pour le recueil de situations sociales. Donc justement, c'était l'opportunité de faire un travail préalable pour réfléchir à comment ces données étaient d'ores et déjà recueillies. Est-ce que cette recommandation allait juste formaliser des pratiques qui étaient celles des médecins généralistes, ou au contraire, est-ce qu'il y avait un décalage entre ce que préconisaient les recommandations et les pratiques réelles des médecins généralistes? Le Collège de médecine générale a publié des recommandations sur le recueil de données sociales en consultation de médecine générale, à travers une étude de la littérature sur tous les critères qui jouent sur la santé des patients. Ils ont évalué de très nombreux critères et ils ont retenu ce qui leur semblait à la fois indispensable et possible à recueillir. Donc notre travail de thèse était d'évaluer la perception des recommandations par les médecins généralistes et les capacités d'adaptation de ces recommandations en médecine générale courante. Donc c'est parti de cette idée-là. Et elles ont donc fait leur enquête par entretien auprès de médecins généralistes, donc au nombre de 25, qui avaient des profils divers. Et elles ont réalisé des entretiens par rapport à leurs pratiques effectives, actuelles, avant la sortie des recommandations de ce recueil. On a fait en sorte d'être très peu informative sur le thème de notre thèse, c'est-à-dire qu'on appelait les médecins en leur disant qu'on travaillait sur quelles données les médecins généralistes recueillaient dans leur dossier. On leur a demandé ce qu'ils recueillaient comme données non biomédicales, puis on leur a présenté les recommandations, on leur a présenté tous les critères qui sont présentés dans les recommandations, et donc pour chacun de ces critères, ils nous ont dit ce qu'ils en pensaient, si ça avait un intérêt dans leur pratique, s'ils les recueillaient. Les critères indispensables à recueillir, il y en a 3 qui sont évidents et qui sont déjà recueillis par la totalité des médecins. C'est la date de naissance, le sexe et l'adresse. Et donc les informations complémentaires à recueillir au cours du suivi, c'est la situation de famille, le nombre d'enfants à charge, le fait de vivre seul et la situation financière perçue. Et puis ensuite, à la fin, on a posé des questions un petit peu plus globales sur l'intérêt de ce recueil dans la prise en charge des inégalités sociales de santé. Avec nos résultats, on a pu différencier 3 types de médecins: les médecins réticents, les médecins mobilisables et les médecins favorables aux recommandations sur ce recueil de la situation sociale des patients. Il y avait 12 des 25 médecins qui étaient réticents. On a expliqué cela par une vision très biomédicale du soin, avec la volonté en fait, de recueillir les critères ou les informations qui pourraient les aider à faire un diagnostic de maladie, à traiter leurs patients de telle manière. Parfois, du coup, ils pensaient que s'agissait plutôt un rôle des assistants sociaux, des politiques sociales que du médecin généraliste.
Le premier obstacle à ce recueil qui a été cité par les médecins, c'était l'obstacle logistique. Donc en effet, le manque de temps en consultation, parce que 15 minutes, les patients viennent avec un motif de consultation dont il faut s'occuper. C'est pas toujours facile de prendre le temps de leur poser ces questions. Le problème, c'est aussi le problème de l'évolutivité des données, parce que c'est des données qui évoluent très vite. Donc après, il faut aussi les mettre à jour régulièrement. Les logiciels de dossiers médicaux ne sont pas toujours adaptés pour ce recueil de données sociales, notamment parce que quand on n'a pas l'endroit pour le noter, on a tendance à le noter dans le corps de la consultation, donc c'est des informations qu'après on ne voit plus. Après, ils ont décrit d'autres limites, par exemple le côté intrusif de ce recueil. Ils ont peur que le fait de recueillir systématiquement toutes ces informations soit inquisiteur et que le patient ne vive pas très bien ce recueil. Si je recueille la situation financière du patient, à quoi ça va me servir? C'est intrusif dans la mesure où je ne vais pas pouvoir agir directement dessus. Pour moi, ça pose une question un peu plus générale du soin, qui est dans le soin curatif. Je recueille des déterminants sur lesquels je vais pouvoir agir directement. Globalement, le recueil de données sociales, moi je trouve, est bien accepté par le patient. Effectivement, ce qui a été relevé par les médecins généralistes et que je trouve totalement vrai, c'est que ça dépend de la manière dont il est fait et qu'on ne peut pas recueillir de manière systématique dès la première consultation les 16 critères proposés par les recommandations. On s'est rendu compte en fait en faisant nos entretiens que des médecins voulaient traiter tous leurs patients de la même manière et avaient peur que ce recueil justement induise une prise en charge différenciée, ce qui avait l'air de les déranger. Donc une des citations un peu évocatrices, c'était un médecin qui nous a dit « Je préfère ne pas savoir pour être sûr de faire pareil pour tout le monde ». Et c'est là qu'on a réfléchi dans notre discussion à la différence entre l'égalité et l'équité. L'égalité des soins, c'est le fait de donner les mêmes moyens à tous les patients, quels que soient leurs besoins. L'équité des soins, c'est le fait de donner des moyens différents aux patients en fonction de leurs besoins pour qu'ils puissent arriver au même résultat. Je pense vraiment que développer ce concept d'équité des soins, ça rendrait moins sensible ce recueil de données parce que ça montrerait que l'intérêt de ce recueil de données est uniquement pour le bien du patient. Il n'y a pas forcément une méconnaissance, mais tout du moins un manque de sensibilisation aux problématiques des inégalités sociales de santé, un manque de sensibilisation sur le rôle du médecin généraliste dans ces inégalités sociales de santé, et donc sur le rôle que le médecin généraliste peut jouer pour les diminuer. Une des premières choses, bien sûr, c'est de soigner tous les patients, quelle que soit leur situation sociale, mais aussi de savoir s'adapter à leur situation sociale pour leur proposer les meilleurs soins possibles. En pratique quotidienne, oui, c'est essayer de s'adapter aux besoins des patients. Donc en effet, leur dégager plus de temps de consultation en fonction de leurs besoins, d'adapter la communication, les explications, d'adapter le paiement des consultations, d'adapter les décisions sur les prescriptions. La sensibilisation est quand même quelque chose d'important parce qu'on a quand même bien vu, il y a des études qui ont montré que les médecins sensibilisés avaient un gradient qui pouvait être corrigé quand même sur ces inégalités sociales de santé. Donc le fait d'être sensibilisé, de comprendre comment ça fonctionne, c'est un moyen déjà d'action, d'intervention. Cette sensibilisation consiste pour une grande part à valoriser et formaliser des pratiques qui sont déjà celles des médecins généralistes, mais qui se font de façon individuelle en pensant que c'est une pratique personnelle, alors que c'est appuyé sur des données scientifiques et validées. Alors, moi j'ai eu très peu de formation sur les inégalités sociales de santé et d'une manière générale sur les problématiques sociales dans ma formation initiale et mon externat. À l'internat de médecine générale, il y a une journée de formation sur les inégalités sociales de santé et après je pense qu'on y est très très vite confronté sur le terrain, c'est-à-dire qu'on se rend vite compte en débutant la médecine générale que les problématiques sociales elles sont pluriquotidiennes. La question des inégalités sociales de santé, c'est une question qui est transversale, qui pourrait être distillée au sein de chaque enseignement et à la limite c'est comme ça que ce serait le plus pertinent. Mais c'est encore souvent perçu comme étant l'enseignement de la précarité. Il y a quand même très peu de médecins qui sont sensibilisés aux inégalités sociales de santé et au rôle des déterminants sociaux sur la santé. Donc en effet, il paraît très important de développer ces deux problématiques
pour justifier du recueil des critères et puis pour mettre en place des actions visant à réduire les inégalités sociales de santé. Donc il faut améliorer la formation, que ce soit la formation initiale durant les 6 premières années de fac ou d'internat de médecine générale, ou la formation continue au fil de la pratique ultérieure. Nous, tout ce qu'on a appris en faisant ce travail de thèse, je pense que ce serait indispensable que tous les médecins généralistes puissent connaître ces études qui ont montré comment le médecin généraliste peut être créateur d'inégalités, comment à l'inverse il peut contribuer à les diminuer, les différences d'espérance de vie selon les catégories socio-professionnelles, les différences de soins donnés à ces différentes populations, etc. Après, il y a aussi des médecins qu'on a interrogés qui sont déjà sensibilisés à tout ça et qui s'interrogent sur le rôle du système de soins, sur la rémunération à l'acte, sur la durée des consultations, voilà, et qui pensent que ce n'est pas un système qui est adapté pour diminuer les inégalités sociales de santé. Donc ça, c'est aussi des questions sur lesquelles il y a sûrement à réfléchir.